Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis aujourd'hui extrêmement heureuse d'introduire pour cette conférence Georges Roch. Georges Roch qui est philosophe et historien de l'art, chercheur au CNRS et qui a publié de nombreux ouvrages. Je n'en citerai que quelques-uns qui m'ont aussi particulièrement touchée dans mes recherches. Il y a évidemment Qu'est-ce que l'art abstrait, une histoire de l'abstraction 1860-1960. Vous avez aussi publié de nombreux travaux sur les théories de la couleur. On peut penser à votre ouvrage sur Bonnard. Également votre ouvrage en 2009, Art et sciences de la couleur, Chevreul et les peintres de Delacroix à l'abstraction. Et puis en 2018, vous avez également publié Quand la lumière devient couleur, qui a été récompensé par le prix André Malraux. Et il y a très peu, en 2021, cet ouvrage dont vous avez parlé ce matin, La cochenille de la teinture à la peinture. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un autre versant de vos travaux qui vous sera présenté, qui concerne davantage la question de la sémiotique, des théories, je me souviens de vos cours à l'EHESS, la théorie de l'image fixe, puisqu'on va discuter aujourd'hui, en tout cas, vous allez nous proposer une réflexion sur la représentation picturale de l'animal et comment peut-on dépasser finalement une approche iconographique dans laquelle l'historien de l'art serait peut-être tenté de s'enfermer. Donc je vous remercie beaucoup et puis je vous laisse la parole. Et puis, petite précision également, il y aura une petite surprise à la fin de la conférence et nous n'aurons donc pas de temps de questions. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Ça a démarré tout seul. On peut remettre à zéro là, le compteur. Ah voilà, ok. Ah voilà, parfait. Bonjour et merci d'être présent. Je me disais que comme il est 2h et que c'est l'heure de la sieste ou de la digestion, il n'y aurait pas grand monde en tout cas. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde dans la salle. J'ai été invité à donner cette conférence pour mon dernier livre qui a été cité, qui porte sur la cochenille, qui est un pigment d'origine animale, dont on me proposait de prolonger ici les idées concernant la cochenille en tant que matériau artistique. Alors j'avais répondu avec enthousiasme, c'est la première fois que je suis invité à ce festival, et c'est d'ailleurs l'occasion de remercier chaleureusement les organisateurs d'avoir pensé à m'inviter. Mais au moment de rendre le titre de cette conférence, j'ai été très embarrassé, car il n'est pas sûr que le fait que la cochenille soit d'origine animale constitue un élément fondamental. Jusqu'au XVIIIe siècle, on ignorait en Europe sa nature véritable. Comme elle s'appelait en espagnol grana, on croyait qu'il s'agissait d'une petite graine. De plus, elle pousse sur un cactus, d'où sa nature supposément végétale. Teinturiers et peintres ont donc utilisé pendant plus de 2 siècles la cochenille sans savoir qu'elle était de nature animale. Et même quand on l'a su, grâce au microscope, de nombreux peintres, surtout au XIXe, mélangeaient la cochenille avec de la garance, qui est d'origine végétale, car ce qui comptait étaient les propriétés tinctoriales de la cochenille et non son origine. J'ai dès lors été conduit à me demander, mais qu'est-ce qui est pertinent pour l'histoire de l'art dans la prise en compte de l'animal ? Il ne suffit pas, en effet, d'avoir affaire à un matériau artistique d'origine animale, et il ne suffit pas non plus, me semble-t-il, d'une représentation animale dans une œuvre d'art pour que celle-ci offre nécessairement une réflexion, une signification constituant un apport à l'histoire de l'art. De plus, je suis assez réservé, il faut bien le dire, devant la plupart des approches thématiques liées à l'animal. J'en donnerai un exemple. Un musée a consacré une exposition à Bonnard et l'animalité, présentée ainsi, je cite, « Au-delà de ces animaux de compagnie, les bêtes en tout genre ont tenu une place très particulière dans l'environnement affectif et pictural du peintre, et ce, tout au long de sa vie.
Bonnard réalise ainsi le portrait souvent intimiste et sensible de ses compagnons de toujours et ne laisse aucun doute quant à l'affection qu'il leur vouait. Ce constat est tout à fait exact. Bonnard aimait beaucoup les animaux. Soit. Mais en quoi cela intéresse-t-il l'historien d'art ? Ce fait peut certes nourrir une biographie du peintre, mais en quoi cela nous aide-t-il à mieux comprendre les œuvres ? Faut-il pour autant renoncer à s'intéresser aux chats et aux chiens chez Bonnard ? Pas forcément, à condition de ne plus les voir comme des animaux de compagnie. En effet, ces animaux ont bien une fonction dans les œuvres de Bonnard, une fonction qui consiste à attirer notre attention sur le regard. Alors, je n'ai pas de pointeur, donc ici, j'espère que vous arrivez à le voir, il y a un chat avec ses deux yeux, et là, il y a un chien qui se trouve ici avec aussi ses deux yeux qui nous regardent fixement. Il est en effet exceptionnel que les personnages représentés par Bonnard nous fixent. En fait, ils sont soumis à notre regard. Mais il arrive souvent qu'un petit animal, lui, nous surprenne en nous observant fixement. Il y a là quelque chose de troublant, car notre contemplation du tableau s'en trouve dérangée. C'est aussi vrai de certaines scènes de Marthe à sa toilette, dans lesquelles les féministes ont cru voir une représentation traditionnelle de la femme-objet soumise au regard du mâle voyeur. Ce n'est pas tout à fait exact, car c'est oublier, dans certains cas, la présence d'un animal comme ce petit chien que vous avez à l'avant-plan, dans cette œuvre précisément intitulée « Nu au bain avec le petit chien », qui nous regarde fixement et met donc en question notre regard de voyeur. Il se produit ainsi quelque chose d'important qui touche directement à la peinture comme peinture. Une manière de le comprendre consiste à utiliser l'opposition que fait Richard Wollheim entre « seeing as » et « seeing in ». Ce qu'il appelle « seeing in » implique une attention simultanée à ce qui est représenté et à la représentation, à l'objet et au médium. C'est en ce sens qu'apparaît ici l'autoréférentialité, la mise en question du regard attirant notre attention sur la toile comme médium. Bonnard n'est évidemment pas le seul à avoir joué sur cette fonction animale consistant à attirer l'attention sur le regard et sur le médium. Un bel exemple, dans le cas de la photographie, est cette œuvre bien connue de Robert Doisneau. Le passant, tout occupé à son rôle de voyeur, ne voit pas qu'il est vu voyant, mais son chien, lui, s'en est bien rendu compte, qui fixe le photographe. Cette photo met bien en évidence la sensibilité canine qui fait que le chien ne pouvait pas ignorer la présence du photographe que le badaud ne remarque même pas. Le regard du chien fixant le photographe fait d'un coup apparaître le médium comme tel. Que peut-on tirer de cette première analyse ? Qu'avec l'art moderne, le thème de l'animal se déplace. Le chat et le chien, c'est Bonnard, ne sont plus des animaux de compagnie, mais deviennent des motifs, et des motifs directement liés à l'activité picturale comme telle. C'est ce que je voudrais m'attacher à montrer à présent, à partir d'autres exemples. Mais pour en terminer avec Bonnard, un dernier point. Cette fonction de mise en évidence du regard est indifféremment dévolue aux chiens et aux chats. Faudrait-il alors renoncer à une approche thématique portant sur un animal en particulier, le chien, le chat? Je pense que ce n'est pas absolument nécessaire, pour autant qu'on puisse dégager le rôle autoréférentiel que peut être amené à jouer tel ou tel animal. Commençons par un cas simple et bien connu, celui du singe. Étant donné son rôle dans l'imitation, et celle-ci ayant été vue pendant très longtemps comme la finalité par excellence de l'art, on comprend le rôle qu'a joué le singe. Le lieu commun bien connu, ars simia naturae, a pu être donc interprété au sens où le peintre, imitant la nature,
et comme un singe, d'où les multiples représentations du peintre en singe depuis le XVIIe siècle. Un autre animal en relation avec l'autoréférentialité est la mouche. Il est en effet fréquent à partir du XVe, dans la peinture flamande, italienne et allemande en particulier, de voir apparaître une mouche bien en évidence. Cette mouche a pour fonction de manifester l'habileté technique du peintre, capable de faire croire au spectateur que la mouche est réelle et non représentée. Je n'insisterai pas sur ces exemples qui sont connus, car ce qui m'intéresse plus particulièrement est d'en donner d'autres qui le sont moins. Et surtout de montrer comment dans l'art moderne, la référence aux animaux s'est modifiée, déplacée et transformée, précisément dans le sens qui m'intéresse ici tout particulièrement, de l'autoréférentialité dans l'art. Mon premier exemple sera l'oiseau. Comment celui-ci peut-il entrer en relation avec la peinture comme peinture? De différentes façons, car il engage tout un imaginaire. Il faut distinguer, me semble-t-il à cet égard, 3 moments ou 3 phases. Il y a d'abord l'oiseau en liberté, l'oiseau dans le ciel. Il a pu être associé à l'idée de liberté créatrice, au plaisir de peindre. Va dans ce sens une déclaration de Monet, souvent rapportée: « Je peins comme l'oiseau chante ». L'oiseau chante parce qu'il est heureux et en liberté. De même, peindre est une activité pour Monet agréable qui procure du plaisir à l'encontre du mythe romantique de la création comme un engendrement douloureux. La comparaison entre le peintre et l'oiseau a connu de nombreux avatars et je concentrerai ici mes exemples sur la peinture surréaliste. Un cas frappant à cet égard est celui de Max Ernst, qui s'est identifié à un oiseau qu'il appelle Lop-Lop et qu'il considère comme le supérieur des oiseaux, dont il a fait son alter ego. Deuxième étape, après l'oiseau en liberté, une autre étape consiste à essayer de l'attraper. C'est là une tâche très compliquée, comme on sait. À l'époque de l'école primaire, on disait face à ce défi, mais c'est très simple, il suffit de lui verser du sel sur la queue. Le sel Cérébos s'est emparé de cette idée pour ses publicités et a fini par en faire son logo. Mais pour ce qui m'intéresse ici, je dirais que la difficulté consistant à attraper l'oiseau s'est convertie en difficulté à saisir le motif, ce qui est particulièrement vrai de la peinture surréaliste. Aussi, je verrais volontiers dans le motif de la main cherchant à attraper l'oiseau une métaphore de la recherche du sujet à peindre. Cette étape de la main tentant de saisir l'oiseau est la plus fréquente dans la peinture surréaliste. On la retrouve chez Miro et puis plus tard aussi chez Félix Labisse. En ce qui concerne Magritte, je résumerai rapidement une recherche que j'avais faite sur le motif de l'oiseau dans son œuvre. Dans la fenêtre que j'ai déjà montrée il y a un instant, l'oiseau se trouve exactement à la limite entre intérieur et extérieur. Et on le retrouve au même endroit dans une autre toile contemporaine, un tout petit peu avant qu'il se lance dans le surréalisme, en 1925, c'est-à-dire donc à cette charnière. À quoi est due cette position particulière ? Je pense au fait que dans l'imaginaire du peintre, l'oiseau se situe à la charnière entre nature et représentation et emporte donc toute une réflexion, une tension même entre les deux, la peinture consistant normalement à transposer la première dans la seconde. J'en viens à la troisième étape. Que se passe-t-il quand finalement on a réussi à attraper l'oiseau ? Là encore, Magritte peut nous servir de guide. Dans une toile déjà surréaliste, La traversée difficile, vous voyez sur une table une main coupée tenant un oiseau. On a interprété la main coupée, fréquente dans la peinture surréaliste, comme un symbole de castration, sans doute. Mais il est plus intéressant, me semble-t-il, de poursuivre la réflexion dans le sens de l'autoréférentialité. Si l'on réussit à attraper l'oiseau, on le fige à tout jamais. Attraper l'oiseau, le mettre en cage, le peindre, c'est lui faire perdre sa liberté et il s'arrêtera de chanter.
Attraper l'oiseau, le figer, c'est autrement dit se couper la main. D'une manière différente, mais avec un propos semblable, Masson a représenté comme mort l'oiseau qui a été saisi par la main. À propos de ses recherches antérieures au surréalisme, Magritte écrit significativement « J'étais dans le même état d'innocence que l'enfant qui croit pouvoir saisir de son berceau l'oiseau qui vole dans le ciel. » Cette phrase me semble vraiment lumineuse, car elle décrit précisément le problème auquel les peintres surréalistes étaient confrontés. Cet enfant innocent, c'est le peintre non surréaliste, qui croit que la peinture consiste à saisir l'oiseau qui vole dans le ciel pour le transposer sur la toile. Mais cette tentative est vaine. L'oiseau qui n'est plus libre dans la nature devient justement une nature morte, aussi morte que la main qui a voulu le saisir. Que faire alors ? La question se déplace. Elle consiste à transformer l'oiseau. Dans un des très rares autoportraits qu'il nous a laissés, La clairvoyance, Magritte nous montre explicitement que la clairvoyance du peintre ne consiste pas à représenter tant bien que mal le motif, mais à le transformer. Et c'est précisément ce travail qui fait que le peintre surréaliste est peintre. Dans une autre toile, Les affinités électives, se produit une modification semblable. Il n'y a plus à craindre que l'oiseau dépérisse dans sa cage, car par une transformation inattendue, on trouve l'œuf à la place de l'oiseau. Magritte a ainsi compris, grâce à son parcours dynamique au travers de l'évolution dans son œuvre du motif de l'oiseau, qu'il est peintre par sa capacité à transformer le motif grâce au ressort de la rhétorique visuelle. Dans ces deux dernières toiles que je viens de montrer, c'est un même procédé qui est à l'œuvre, la métalepse, comme substitution de l'antécédent au conséquent, ou l'inverse. Et dans la suite de son œuvre, il continuera à transformer l'oiseau à partir de multiples trouvailles dont la plupart peuvent aussi s'expliquer en termes rhétoriques. On devrait mieux comprendre à présent l'importance de l'oiseau dans la peinture surréaliste, l'extraordinaire ouverture d'esprit que représente l'imaginaire libéré et l'inventivité qui se déploie dès lors qu'il s'agit de trouver, d'inventer, de produire, de créer des oiseaux imaginaires. Je voudrais à présent signaler au moins un mégathème, celui de la chasse, que je ne ferai qu'effleurer. La transition avec ce qui vient d'être dit à propos de l'oiseau est facile, car ils sont liés. En particulier, la main cherchant à saisir l'oiseau s'apparente au motif si important pendant des siècles du chasseur d'oiseaux. Ce qui m'intéresse de la chasse est le double mouvement déjà signalé. D'abord, elle change de sens avec la modernité. Ce n'est plus un thème si présent depuis les représentations plastiques, dans les représentations plastiques depuis au moins le Moyen-Âge, mais elle devient un motif précisément lié à ce que Signac appelle la chasse au motif par les peintres. Et second changement, la chasse devient alors un élément autoréférentiel de la peinture qui entraîne la comparaison du peintre avec un chasseur. Maupassant le disait de Monet, et il est frappant de constater que nombreux sont les peintres qui ont comparé leur propre activité à celle d'un chasseur. Tel est le cas d'artistes aussi différents que Kandinsky, Sam Francis, Jean Bazaine, Dubuffet ou encore Jean-Michel Alberola. Mais demanderez-vous si le peintre est un chasseur ou a passé l'animal ? C'est tout simplement la peinture, le motif qui constitue sa proie. Je n'en donnerai ici qu'un seul exemple, mais qui me semble signifiant. On sait l'importance de la chasse à l'élan dans des pays du Nord, en Finlande, au Canada, en Russie. Masson s'en est inspiré pour sa propre chasse à l'élan, dans laquelle, par un de ces jeux de mots dont les surréalistes étaient friands, chasse à l'élan doit s'entendre comme la poursuite de l'élan créateur et l'enchevêtrement des lignes inspirées par les splendides bois de l'élan.
Dans la seconde partie de cet exposé, je parlerai, après l'avoir longtemps ruminé, d'un dernier animal, la vache, sur laquelle j'insisterai un peu plus. Oh la vache! Si celle-ci a souvent été représentée en peinture, son choix est peut-être moins évident dans le contexte d'une analyse de l'autoréférentialité en peinture. Car dira-t-on, quel est le lien de la vache avec l'autoréférentialité? L'hypothèse que je voudrais développer est que la vache a très souvent été liée au réalisme, et ce, très tôt. Dans l'Antiquité, un des sculpteurs les plus renommés, Miron, l'auteur du discobole, s'est fait remarquer par une vache s'est fait remarquer par une vache. Ici, c'est une réplique. On n'est pas sûr que ce soit une réplique de Miron, mais enfin bon, je vous la montre. Devenue assez vite une des sculptures les plus célèbres pour une raison dont témoignent les très nombreuses épigrammes qui lui ont été consacrées et qui soulignent son extraordinaire fidélité mimétique, qui faisait qu'on l'admirait comme si le sculpteur avait représenté une vache réelle. C'est avec l'école hollandaise du paysage au XVIIe que la vache acquiert ses titres de noblesse comme objet de plein droit de la représentation picturale, mais aussi que se fixe durablement son lien avec le réalisme. Cela n'a rien d'étonnant, dans la mesure où l'art hollandais du XVIIe est indéfectiblement lié à la promotion du réalisme. L'école hollandaise aura un impact énorme, y compris sur les paysagistes français du XIXe. C'est après un séjour en Hollande que Constant Troyon décide de se consacrer à des représentations de bovins. Il devait d'ailleurs être surnommé le peintre des vaches. Et bien sûr, tous les artistes intéressés par le réalisme devaient eux aussi peindre des vaches. C'est le cas notamment de Courbet ou de Corot. Alors j'ai suffisamment insisté sur le lien qui s'est établi pendant plusieurs siècles entre la vache et le réalisme. Ce que je voudrais maintenant mettre en évidence, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'art du XXe siècle. Il se passe, me semble-t-il, que le signifié de la vache s'est transformé et que sa représentation n'a plus grand-chose à voir directement avec le ruminant, sauf évidemment dans la peinture réaliste qui continue au XXe siècle, mais il a plutôt à voir avec sa connotation de réalisme dans la représentation. Et c'est donc là où je retrouve l'autoréférentialité. Je commencerai par évoquer la peinture abstraite. Bon, on pourrait dire qu'avec la peinture abstraite, le réalisme disparaît, et la vache aussi, en effet. Il est cependant frappant de constater que si le bovin fait ses adieux, il est néanmoins présent durant un moment donné. On connaît la série de Roy Lichtenstein d'une transformation successive d'une image réaliste de départ qui devient de plus en plus abstraite pour aboutir à une œuvre complètement non figurative. Or, le point de départ réaliste est ici non pas une vache mais un taureau. Celui-ci est donc présent comme représentant éminent de la peinture réaliste, comme l'animal réaliste par excellence, avec, à l'autre bout de la chaîne, une œuvre abstraite. On sait que les peintres pop étaient passés maîtres dans l'art du pastiche, qu'ils revendiquaient d'ailleurs haut et fort. Lichtenstein n'échappe pas à la règle, il s'est souvent inspiré de Picasso, et tel est aussi le cas ici. L'autoréférentialité est donc d'abord un pastiche de Picasso, puisque son point de départ est en effet une autre série de 11 éléments cette fois, montrant par Picasso les transformations d'un taureau dans le sens d'un épurement des lignes de plus en plus marqué. L'apport de Lichtenstein par rapport à Picasso consiste à passer du réalisme non à l'épurement, mais à l'abstraction. Cette transformation par Lichtenstein n'est cependant pas originale, car outre la référence à Picasso, il existe un autre antécédent, une œuvre de Van Doesburg, dont Lichtenstein a sûrement pris connaissance dans le livre d'Alfred Barr, Cubism and Abstract Art, où elle était reproduite. Dans les trois cas, le bovin n'est là qu'en tant que représentant du réalisme en art. Concernant l'art abstrait, un cas très intéressant est celui de Kandinsky,
qui a peint en 1910 une très belle vache que vous voyez ici, en grande partie reconnaissable comme telle, surtout du côté de la queue, mais en même temps, elle présente des traits beaucoup plus abstraits qui renvoient au sommet d'une colline, comme si le dos de la vache, par une sorte de rime plastique, se confondait avec le paysage vallonné. Ce que manifeste cette vache par son mélange subtil de traits réalistes et de traits plus abstraits est une question théorique et pratique qui intéressait énormément Kandinsky et dont il parle précisément dans le texte qu'il a publié dans l'Almanach du Blaue Reiter qu'il publie en 1912. Dans son texte pour cet ouvrage, Kandinsky souligne l'idée à première vue un peu étonnante et qu'il présente sous forme d'une double équation, réalisme égale abstraction, abstraction égale réalisme. Or, dans la mesure où ces éléments ne sont pas exclusifs, le bovin, donc sa raison d'être, en tant que représentant éminent du réalisme, mais qui peut aussi être lu dans un sens plus abstrait. En témoigne un très beau dessin japonais à la plume que Kandinsky choisit pour illustrer son texte, ou encore cette toile de son ami et complice dans cette aventure du Blaue Reiter, Franz Marc, le taureau, qu'il analyse dans son livre en faisant remarquer que cette toile produit, d'après lui, une impression d'ensemble abstraite. Un autre cas exemplaire, pour en terminer avec les débuts de l'art abstrait, est celui de Malevich avec sa vache et violon, une œuvre de transition de la période transrationnelle. L'inscription sous le dessin préparatoire qui se trouve à votre droite est la suivante, en traduction française. La logique a toujours érigé des barrières aux nouveaux mouvements subconscients. Pour se libérer de ces préjugés a été créé le mouvement de l'allogisme. Le dessin ci-dessus représente un moment de lutte, la juxtaposition de deux formes, une vache et un violon dans une construction cubiste. La présence de la vache est donc parfaitement justifiée dans ce moment de lutte entre deux tendances artistiques, réalisme et abstraction. On voit donc bien comment la critique du réalisme en peinture vient se cristalliser sur la vache, prise ici comme repoussoir. Il est intéressant de noter le remarquable parallèle qui existe à mes yeux entre cette œuvre de Malevich et la série de Lichtenstein 60 ans plus tard. C'est la même tension entre réalisme et abstraction, disons cubiste, le violon symbolisant le cubisme. La différence est que cette tension, Malevich la voit comme une confrontation brutale et immédiate, tandis que Van Doesburg puis Lichtenstein la considèrent comme une transformation par un processus d'abstraction progressive. Suivre tous les avatars de la vache comme représentante éminente du réalisme dans l'art du XXe siècle serait à la fois beaucoup trop long et bien ennuyeux. Aussi, je me contenterai de 3 coups de sonde. Intéressé par la matière et la texture, Dubuffet s'est penché sur la composition du sol, et c'est là qu'il a rencontré les vaches qu'il a souvent représentées en 1954. Si la vache est le réalisme, alors elle convient tout à fait à des œuvres centrées sur les matières et les textures, notamment celle du sol. Dans la mise en évidence de cette matérialité du plancher des vaches, celles-ci sont donc dans leur élément. Ce n'est pas ici directement le réalisme dont il est question, mais le fait que le traitement de la vache se confond avec la matérialité de la matière picturale vient s'y fondre comme suite à une complicité fondamentale. On a d'ailleurs souligné que le réalisme de la peinture hollandaise au XVIIe a beaucoup à faire avec la mise en évidence des textures. L'épisode sans doute le plus évident, celui qui semble s'imposer comme incontournable dans ce parcours, et peut-être certains d'entre vous, en m'écoutant, y ont pensé, est celui de Warhol. Maintenant, pourquoi la vache comme motif répété chez Warhol ? La question lui a été posée et l'artiste a répondu en expliquant que l'idée vient d'un marchand, Ivan Karp, qui lui a dit « Mais pourquoi tu peindrais pas quelques vaches ? Elles sont incroyablement bucoliques et une image durable dans l'histoire des arts. »
Ce qui frappe ici sont plusieurs choses. Le cadrage d'abord, la vache est réduite à sa tête de 3/4. Le réalisme tient ici surtout à l'image de départ qui a été démesurément agrandie et en gros plan. Ce cadrage est, me semble-t-il, neuf, au moins dans le monde de l'art. L'anthropomorphisation de la vache existe certes avec ce cadrage rapproché, mais dans le monde publicitaire dont est issu Warhol, un détail qui a son importance. Nous connaissons bien sûr en France la vache qui rit, mais il y a un équivalent aux États-Unis, la vache Elsie the cow, qui a eu une importance considérable. Il y avait une sorte de défi pour Warhol, pour l'artiste pop, comment transformer la vache et la présenter d'une façon différente. Sa réussite tient, me semble-t-il, à la façon dont le conflit qui nous a retenus entre réalisme et abstraction trouve ici un nouvel avatar. Le réalisme permet d'en accentuer les principaux traits. L'aspect bucolique a complètement disparu et du fait du gros plan, il n'y a pratiquement pas de contexte, mais une tête qui se détache sur un fond avec l'importance primordiale du choix des couleurs, dont Warhol dit bien qu'elles sont particulièrement éclatantes, bright, ce qui contribue beaucoup à la décontextualisation du bovin, promu ainsi au rang d'icône, comme tous les portraits qu'a fait Warhol, avec des couleurs qui n'ont plus rien de naturel. C'est la combinaison de ces deux éléments, me semble-t-il, qui fait la force de cette œuvre, de ces œuvres, puisqu'il y a eu toute une série de ces lithographies. Je terminerai ce parcours par une œuvre imposante, tant par son format, elle fait un peu plus de 3 mètres de long, que par son contenu, et qui est l'œuvre d'un autre peintre américain, Mark Tansey, The Innocent Eye Test. La mise en scène est inattendue. Nous sommes dans un grand musée, peut-être le Mauritshuis de La Haye, à une époque ancienne, d'où cette tonalité un peu brunâtre, comme dans ces films en couleur où tout à coup surgit une scène en noir et blanc pour suggérer un temps antérieur, ou comme une vieille gravure dont la tonalité aurait passé. Et donc nous assistons à une expérience scientifique. Le grand tableau dans lequel vous aurez reconnu un des chefs-d'œuvre de la peinture hollandaise de paysage du XVIIe, le jeune taureau de Paulus Potter, dont j'ai montré une œuvre tout à l'heure. Ce tableau donc est soudain dévoilé en retirant la protection qui le masquait au regard afin d'observer les réactions de la vache amenées jusque-là. Alors vous aurez remarqué, j'espère qu'on arrive à le distinguer, tout à fait à la droite, il y a un autre tableau qui est une des meules de Monet. La confrontation, me semble-t-il, n'est pas innocente, car on sait que cette toile avait vivement frappé Kandinsky et constitue un des principaux points de départ de son passage à l'abstraction, comme il l'a lui-même expliqué, en disant que voir une de ces meules a été pour lui un événement qui marqua sa vie entière de son sceau. Pour la première fois, dit-il, je voyais un tableau, j'étais incapable de le reconnaître. L'expérience scientifique à laquelle on assiste a-t-elle réussi ? On peut penser que oui, car la vache s'est avancée vers le tableau et regarde fixement son congénère, alors que la meule de foin, qui appartient pourtant aussi à son univers, n'a pas attiré son attention. Nous pouvons donc en conclure que le tableau de Potter est bien réaliste, puisque la vache s'y laisse prendre. On l'aura compris, le peintre américain fait ici allusion à l'anecdote bien connue de la rivalité entre Zeuxis et Parrhasios. Le premier avait peint une grappe de raisin si réaliste qu'un oiseau vint la picorer. Tiens, un oiseau, ça fait au moins 10 minutes qu'il s'était envolé. Bref, dans cette toile, peinte dans un style également très réaliste, presque photographique, Tansey nous fait voir deux choses. Non seulement que le bovin est bien le parangon du réalisme, mais aussi que la vache observant le tableau est l'étalon, si j'ose dire, à l'aune duquel se manifeste combien la toile du XVIIe est ressemblante. Au seuil des années 80, cette belle expérience picturale et scientifique vient confirmer de manière éclatante le statut particulier de la vache, profondément lié au réalisme, ce qu'il fallait démontrer.
Merci. Il fonctionne. Alors, hop, est-ce que vous... Oui, vous m'entendez. On me dit dans l'oreillette que je ne porte pas, que finalement il y a un petit temps de questions avec le public, il est possible de faire un échange, donc je vous convie bien évidemment à poser vos questions, à réagir à ce que vous venez d'entendre. Ma collègue pourra apporter le micro à qui souhaite discuter. Oui, merci beaucoup, Georges. C'était très beau. Je voudrais seulement proposer un addendum au lien entre la vache et le réalisme. C'est qu'on trouve, au moins depuis le milieu du 19e siècle, des références à la vache comme symbole du peintre réaliste et notamment du paysagiste qui peint sur le motif. Parce que lui aussi, il a les pieds dans l'herbe et il rumine son motif. On le trouve chez Baudelaire, je crois que c'est sur les paysagistes dans le Salon de 59. On le trouve plus tard chez Lotte, on en trouve plein. Et il y a ce très beau tableau de Gauguin au-dessus du gouffre qui inscrit le gouffre et l'image du peintre dans une tension entre le bateau qui démarre vers les lointains, l'imagination, et puis la vache au premier plan qui a les pieds tellement plantés dans l'herbe en fait qu'elle sort du cadre. Voilà. Oui, je te remercie pour ces précisions. J'ai voulu me centrer sur l'art du XXe siècle, mais effectivement, il y a des références, il y en a tellement que j'ai dû éliminer. Mais oui, merci pour cette précision. S'il n'y a pas de questions, je pourrais en profiter pour dire, parce que j'ai dû élaguer beaucoup dans cette conférence, j'avais prévu initialement de parler un tout petit peu d'un film très intéressant que vous pourrez peut-être voir si vous le souhaitez au cinéma L'Ermitage tout à l'heure, qui s'appelle La vache qui rumine, de Georges Rey. Et qui est donc, mais bon, ça fait partie de toutes les choses que j'ai dû supprimer. Donc, si ça vous intéresse, cette question de la vache, c'est un film expérimental de Georges Rey qui dure 2 minutes 20 à peu près, en noir et blanc, je crois que c'est du Super 8, c'est du 16 mm, et en plan fixe. Et donc, on voit, alors donc je voulais montrer ça aussi, dans le même sens, en passant cette fois-ci au cinéma, pour indiquer qu'il y a d'autres références que dans la peinture à cette question de la vache. Et aussi, toujours au cinéma, j'avais pensé aussi, par exemple, à un film qui m'avait frappé dans mon enfance, qui était La vache et le prisonnier, avec Fernandel. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Alors c'est aussi très intéressant parce que c'est donc un prisonnier durant la Seconde Guerre qui arrive à s'évader en se baladant avec une vache. Et donc les Allemands le laissent passer parce que personne n'imagine, la vache est tellement liée à l'endroit où on est, au lieu, que personne n'imaginait que ce prisonnier pouvait changer de lieu justement, de patelin, de hameau, pour s'en aller à l'extérieur. Donc il y a effectivement beaucoup d'autres exemples que ceux sur lesquels j'ai mis l'accent, puisqu'en une demi-heure, on ne peut pas non plus tout dire. Alors peut-être que merci beaucoup Georges Roch. Je suis Éric de Chassel, directeur de l'Institut national d'histoire de l'art, et en fait, il se trouve que Georges Roch vient de recevoir un prix extrêmement important et que donc nous nous sommes dit que cette conférence était l'occasion de lui remettre ce prix
plutôt que de le remettre à un autre moment. Et donc je suppose que Olivier Poivre d'Arvor est quelque part dans la salle. Je te passe la parole. C'est pas en récompense de cette conférence extrêmement stimulante, trop courte, mais c'est un peu pour toute votre œuvre. Bon, quelques petits mots, hein, ça prend pas beaucoup de temps, mais un très bel écrivain, Jean Blot, né sous le nom d'Alexandre Bollock, a souhaité créer il y a maintenant 6-7 ans un prix pour saluer la mémoire de ses oncles, Vitale et Arnold Bloch, qui sont deux très grands historiens de l'art que j'imagine certains d'entre vous connaissent, russe, comme il était lui-même d'origine. Et il a donc créé ce prix qui est remis chaque année avec l'INHA, que je remercie particulièrement, Éric de Chassey, France Nerlich et puis toutes les équipes, évidemment. Il a récompensé de nombreux auteurs, Anne Lafont récemment, Pervat, Véronique Gautrin, Jean-Philippe Domecq, et pour la 5e édition de ce prix, pour lequel d'ailleurs Jean Blot nous avait donné quelques consignes avant de disparaître. Il nous a quittés il y a maintenant 2 années, et je voudrais saluer évidemment la présence aussi de son épouse ici, Christina Barbosa, et puis d'un certain nombre de membres du jury, dont Véronique Gautrin et Jean-Philippe Domecq. Il nous avait laissé un petit message qui finalement peut-être explique pourquoi nous avons non pas choisi votre livre, mais en tout cas pensé que votre livre pouvait répondre à la question, et la sérénité qui s'exprime à travers vos propos justifie peut-être, je cite juste Alexandre Bloch qui disait que Vitale Bloch, donc son oncle, élève et disciple de Friant Landler et de Roberto Lunghi, est l'auteur d'études et de livres sur les frères Lenain. C'est pas complètement votre période, vous êtes un peu après, même si Georges de la Tour Vermeer ses goûts le portaient vers Chardin, Cortot et Morandi, enfin dont il fut l'un des découvreurs. C'est dire qu'il aimait appeler la peinture du silence, que je crois pouvoir placer sous le signe de la sérénité. Cet esprit en matière d'art et de poésie fut aussi celui de son frère, mon père, et il demeure pour moi un idéal que recherche encore en effet la forme, sinon son accomplissement serein, la sagesse, sinon la lumière de la sérénité. C'est de celle-ci que l'on demande aux jurés de se souvenir. Les jurés, c'était nous. Nous étions un certain nombre autour d'Éric de Chassey, des vrais scientifiques, des gens sérieux, des historiens de l'art, cette fois-ci. De se souvenir pour juger les travaux d'érudition et de critique d'art. La sérénité n'est pas une négation de la tragédie, mais son acceptation, compréhension et dépassement d'autant plus nécessaire au moment de l'art qu'il vient de toute nécessité après le tragique et ne peut que le comprendre ou chercher dans le chaos à le plagier. Alors, fort de ces recommandations, nous avons eu de nombreux ouvrages qui ont été présentés. Je ne vais peut-être pas les citer tous ici. Je voudrais juste saluer les membres du jury. Il y avait Anne Lafont qui avait reçu le prix l'année dernière. Jean-Louis Andral, directeur du musée d'Antibes Picasso. Philippe Domecq que j'ai cité. Véronique Keller, France Nerlich et puis Éric de Chassey. Je ne vais pas citer les autres ouvrages parce qu'ils étaient de très bonne qualité et donc ce serait de faire injure à ceux qui n'ont pas reçu le prix. Mais le vôtre nous a, pour 1000 raisons, beaucoup plu. Le livre en question, c'est un livre qui est paru l'année dernière, que vous avez, sinon pour certains, lu, mais pour d'autres, allez lire. Je vous y engage vivement. La cochenille de la teinture à la peinture, paru chez Gallimard, qui est un livre qui n'est guère étonnant dans votre œuvre, qui, même si vous avez en effet commencé avec Magritte, avec la publicité, avec toutes sortes d'études de ce type-là, mais vous êtes très tôt tombé dans la couleur. C'est pourquoi vous êtes très connu à travers vos différents ouvrages que je ne vais pas citer ici. Ça serait vouloir être un peu trop exhaustif, mais quand la lumière devient couleur, mais vous avez écrit évidemment aussi sur Bonnard. Et cette couleur, vous l'avez bien décrite dans de nombreux ouvrages. Dans celui-ci, elle est fascinante parce que vous nous racontez la cochenille, qui est un petit animal, c'est pas bien gros, non, c'est minuscule, non, c'est à peine à vue d'œil. 1,6 mm. Voilà, oui, donc qui a eu une histoire absolument extraordinaire très tôt, qui explique d'ailleurs pourquoi vous avez un regard latino-américain, et je salue la présence d'ailleurs de votre compagne épouse Anna, qui est une juriste mexicaine distinguée.
La cochenille est apparue assez tôt, je pense, près des Aztèques ou au Mexique. Est-ce que c'est vrai que c'est pour ça qu'on appelle les peaux rouges les peaux rouges? Parce qu'ils avaient du rouge sur la peau, en l'occurrence? Non. C'est une question que je me pose. C'est assez rigolo. Bon, c'est une parenthèse très très rapide. C'est assez intéressant parce que dans les premières descriptions européennes de la découverte des indigènes en Amérique, on trouve la description aussi qu'ils ont la peau bleue. Alors, ça sera le prochain ouvrage. Et donc, vous avez réussi, à partir de cette histoire de la cochenille, qui est une histoire formidable, qui nous raconte à la fois tout un parcours sociopolitique, mais aussi vraiment une dimension économique qui est rarement abordée dans les ouvrages, j'imagine, d'histoire de l'art, ou en tout cas ceux qui peuvent être consacrés à la couleur. Mais vous avez réussi à tracer à la fois le portrait d'une histoire très longue, plusieurs siècles, jusqu'à l'utilisation évidemment de la cochenille par les grands artistes que vous citez, sur lesquels vous vous arrêtez un peu, qu'ils soient dans les musées des Pays-Bas, d'Espagne ou d'Italie. Je pense à Velázquez, Titien, Véronèse, Rembrandt, Renoir ou Van Gogh, qui ont tous eu affaire à la cochenille à un moment donné, et comme je crois beaucoup de grands artistes. Et puis, vous nous avez donné envie, en effet, de regarder le travail de couleur différemment, avec cette histoire, avec l'ensemble de cette science qui est la vôtre à travers tous ces ouvrages. Vous nous avez fait découvrir, en tout cas pour moi, mais je sais qu'il est très connu, Chevreul, qui est votre maître, sur lequel vous avez travaillé très tôt, je crois. C'est comme ça que vous avez commencé, en fait, il me semble-t-il. Voilà, donc pour toutes ces raisons qui font que je ne vais pas être très long, c'est un assez gros livre, mais extrêmement agréable à lire. C'est un grand plaisir, y compris pour ceux qui ne sont pas historiens de l'art, ce qui est mon cas. Même avec la philosophie, et même sans la philosophie, on peut très très bien aimer et adorer ce livre. Donc arrachez-vous la cochenille de la teinture à la peinture. Et je vais laisser peut-être Éric de Chassey nous dire un petit mot pour saluer. Puis je voudrais demander aux membres du jury de venir nous rejoindre, ceux qui sont présents, ainsi que Christina Barbosa. Voilà, on va vous remettre le prix. Le prix littéraire n'est pas qu'une formule, c'est un chèque de 5 000 €. Voilà, donc profitez-en. Achetez-vous des fraises tagada qui ne sont pas nées de la cochenille apparemment. Ouais, Philippe, Véronique et Christina. Voilà, et puis en mémoire vraiment d'Alexandre Bloch qui adorait l'histoire de l'art. Une pensée émue pour cet homme qui, à la fois grand écrivain, ami de Camus, romancier, essayiste, a tant fait et qui a souhaité que sa mémoire soit perpétuée à travers cette espèce, non pas en voie de disparition, mais qui n'est pas assez appréciée. Ayant été moi-même directeur de France Culture pendant quelques années, je regrette toujours que dans la radio, surtout celle-ci, on n'en parle pas plus de cette magnifique matière qui fait vivre Fontainebleau de manière extraordinaire depuis maintenant près de 12 ans. Et je voudrais saluer le travail de l'INHA qui sous la direction d'Éric de Chassey, s'intéresse aussi aux plus jeunes et aux jeunes étudiants qui sont parmi vous. Merci beaucoup, Olivier. Je n'ai en fait plus rien à rajouter. Olivier a tout dit du point de vue du livre même. Enfin, il y aurait encore beaucoup à dire. Peut-être juste dire que c'est un exemple, je crois, pour nous tous, membres du jury, à la fois ceux qui sont historiens de l'art de profession, parfois avec des vues un peu limitées, et ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'art et à l'art de façon plus large. C'est un livre remarquable par sa capacité à lier toutes les dimensions qui peuvent être celles de l'étude d'un objet, de partir d'un fait qui semble au départ extrêmement petit, mais qui atteint des dimensions véritablement mondiales et globales. C'est un exemple, je pense, à suivre pour la pratique d'une histoire de l'art véritablement connectée, qui n'oublie pas les spécificités, qui ne se fond pas dans une espèce de grande globalisation molle, mais qui regarde les faits de façon précise, qui n'oublie pas les aspects plus controversés, plus problématiques, liés à des exploitation des animaux, exploitation des populations locales, qui sont chargées aussi de collecter les cochenilles et de faire en sorte que ça puisse donner des couleurs pour des objets de prestige, dont la peinture. Toutes ces dimensions sont présentes, et on sent dans ce livre, également dans sa qualité d'écriture,
je pense, le fait que Georges Roch est à la tête d'une œuvre considérable, donc il n'a absolument plus rien à prouver. Les preuves ont été faites avant d'une certaine manière, mais au lieu de se reposer sur ses lauriers, il trouve des sujets nouveaux et les propose de façon extrêmement large. Juste deux choses peut-être pour compléter cela. Premièrement, le fait que nous sommes extrêmement heureux que ce prix puisse exister. Quand Alexandre Bloch est venu nous proposer la création de ce prix, il l'a fait d'ailleurs par l'intermédiaire d'un homme qui compte beaucoup pour l'Institut national d'histoire de l'art et pour l'histoire de l'Institut national d'histoire de l'art et pour l'histoire de l'art de façon générale en France, qui était, pourquoi est-ce que son nom, Michel Laclotte, pardon, Michel Laclotte, qui est également disparu récemment. Donc, on fête cette année les 20 ans de l'INHA. Michel Laclotte est l'un des protagonistes de la naissance de l'INHA. Nous lui avons rendu hommage à plusieurs reprises. Je veux reciter son nom ici parce qu'il y avait des relations d'amitié, d'estime réciproque, d'intelligence réciproque, qui ont fait que ce prix a pu se créer dans cette atmosphère extrêmement propice, et que je suis très heureux qu'il ait été créé avant la disparition d'Alexandre, que ça nous ait donné l'occasion de le fréquenter, de vous rencontrer, Christina, et ensuite de pouvoir poursuivre ce travail de façon longue. Deuxième chose que je voudrais dire, et j'en termine avec cela, c'est que, vous le savez sans doute, il y a dans le cadre du Festival de l'Histoire de l'Art un salon du livre qui se tient dans la cour Henri IV. Le livre de Georges Roch y est présent. Donc, précipitez-vous en sortant de cette salle pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir le lire, pour pouvoir l'acquérir. Je te repasse la parole. Eh ben Georges, un petit mot peut-être. Christina? Oui, je suis très heureuse. Je vous félicite. Moi, La vache, elle a changé d'échelle parfois. la cochenille, ce qui se passe, c'est que maintenant, elle me fait rougir après tous ces éloges qu'on vient de me faire. Donc, j'ai rien à ajouter, sauf que je suis très ému et vraiment très, très reconnaissant. Pour moi, c'est un énorme plaisir de recevoir ce prix et donc une récompense et une forme de reconnaissance de mon travail. Et donc, comme je vis un peu loin, j'ai pas beaucoup de feedback, et donc tout ce qui m'a été dit lors du déjeuner tout à l'heure, ça me touche beaucoup, et donc ça m'aide à continuer à vouloir publier. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et remercier la Fondation de France aussi, qui abrite la Fondation Jean Blot. Voilà. Bon après-midi à vous. Profitez et lisez bien La cochenille, de la teinture à la peinture. Ouais.